Kang In Lee sera normalement la prochaine recrue du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir, nous, on n'était pas non plus des experts, donc justement... On a fait notre travail de journaliste. Exactement. On a fait 2 jours pour essayer de l'analyser, à interroger des gens qui l'ont vu au quotidien. On a vu des extraits de matchs pour en savoir plus, pour savoir qui est donc Kang In Lee. Et sur ce que vous avez vu, messieurs, est-ce que vous avez entendu à droite à gauche, est-ce que c'est un bon coup pour le PSG ou à nouveau c'est un coup qu'on comprend pas trop? C'est un profil qu'on n'a pas au PSG. Parce que déjà, c'est un joueur qui est polyvalent. Donc, il peut jouer au numéro 10. Il joue beaucoup aussi sur les côtés. Il joue à Mallorca, donc dans un club de Liga milieu de tableau. Ils ont fini 9e cette année. C'est un joueur qui est très fort dans les petits espaces, très technique. Et c'est surtout un joueur qui combine technicité et technique de passe aussi. Donc, très fort aussi dans la passe courte comme dans la passe longue. Grosse qualité de centre. Il a quand même évidemment quelques aspects de son jeu qui sont encore à développer parce que justement, c'est un joueur perfectible, comme on l'a dit. Mais objectivement, c'est un joueur qui peut faire du bien dans certains secteurs du jeu au PSG. C'est un joueur qui est aussi un excellent tireur de coups de pied arrêtés. Il est réputé pour ça, pour le coup. Il a été décisif à quelques reprises en Liga, soit notamment contre le Real Madrid, où il fait un centre décisif. Et sachant qu'on a vu au cours de la dernière saison que Paris avait un peu des difficultés dans ce domaine-là. Autre aspect du jeu où il se trouve un peu au-dessus de la moyenne, c'est dans les dribbles tentés, dans les dribbles réussis. En classement de la Liga, en termes de dribbles réussis, je crois qu'il est 2e derrière Vinicius, donc devant des noms comme Rodrigo. 73% de dribbles réussis. Ouais, c'est quand même costaud. Donc il a cette faculté à casser des lignes, à se projeter vers l'avant, à porter la balle. C'est un profil également qui nous manque sur les ailes du côté du PSG. On a Mbappé qui fait ça, Neymar également. Mais derrière, sur le banc, c'est un peu plus compliqué. Alors après, moi, je trouve que malgré le profil du joueur qui semble bon, j'ai pas envie de tirer sur Kang In Lee, ça semble être un bon petit crack, mais j'ai encore beaucoup d'interrogations moi qui me viennent en tête lorsqu'on évoque cette opération. Pourquoi? Dans quel sens? Bon, alors déjà le premier bienfait, c'est que je me dis enfin Luis Campos montre qu'il est capable de faire autre chose sur ce mercato que des opportunités de marché où on va signer des joueurs libres, c'est-à-dire que du coup il met en avant un peu son flair, il se dit bon il y a peut-être un petit crack aérien, on met 20 millions, l'opération ok, c'est pas dérangeant, néanmoins il y a que l'Atlético dessus. Alors il y avait Manchester United aussi dessus, t'avais quand même Manchester United et l'Atlético. Les gros cadors espagnols que sont le Real et le Barça, qui l'affrontent du coup toute la saison, ne se posent pas dessus alors qu'il est libre. Après, il y a d'autres aspects aussi qui parlent pour lui. C'est quelqu'un qui a eu très peu de blessures. C'est quand même le joueur le plus utilisé cette saison avec Mallorca. Ouais, c'est donc c'est un joueur. Saison en tant que titulaire aussi. Alors ça fait 2 ans qu'il est à Mallorca. Ouais. Il n'a pas été conservé par Valence il y a 2 ans. Mais après, on peut se demander aussi, les choix de Valence ont été très mauvais ces dernières années. Donc c'est peut-être une erreur aussi de leur part, tout simplement de ne pas l'avoir conservé. Par rapport à Valence, je pense quand même qu'il est à Valence depuis 10 ans. S'ils ne le prolongent pas, ça doit être réfléchi de leur part. Ils l'ont vu depuis qu'il est tout jeune. Donc je pense Valence, aujourd'hui, ça joue un classement qui est bien en dessous de Mallorca. Donc ça prouve que les choix n'ont pas été bons et ils auraient peut-être dû le garder en fait. Et en plus, ce que tu disais par rapport à Kang In Lee pour la stat de dribble, tu disais qu'il avait 73% de dribble réussis. Il a surtout aussi 2,5 dribbles réussis par rencontre. C'est-à-dire qu'il réussit quasiment 3 dribbles par match avec 73% de réussite. Donc c'est un dribbleur, le mec. C'est un technicien. C'est un mec, en tout cas, pour le coup, le ballon, c'est son ami. On peut avoir aussi quelques réserves sur le joueur. On sait qu'il y a des secteurs de jeu où il est très faible, notamment l'aspect défensif. Pour rappel, il fait 1m73 pour 60 kg, donc petit gabarit. En Ligue 1, est-ce qu'il va en Ligue 1, ça va être compliqué. C'est pas la même chose que la Ligue 1. Exactement, on sait qu'il gagne très peu de duels de la tête. On sait aussi qu'il a aussi une faiblesse dans la finition. Alors cette année, c'est sa première saison, on va dire, titulaire avec des stats corrects, puisqu'il a mis 6 buts et 6 passes D. L'année dernière, il a mis, je crois, 1 but en Liga. C'est pas un joueur qui stat ou qui marque beaucoup. Exactement, c'est un joueur qui a encore des progrès à faire dans la finition. Là où au PSG, justement, on a besoin de gens qui finissent. Parce qu'à part Mbappé, aujourd'hui, au PSG, il y a très peu de gens qui mettent des buts l'année prochaine, parce que Messi ne sera pas là et Neymar, on ne sait pas dans quel état il reviendra. Je ne sais même pas si Mbappé sera encore là. Exactement, non, mais en plus. Les stats de buts et de passes décisives, elles se relativisent dans le sens où, comme on l'a dit, il casse beaucoup de lignes et il est souvent à la création des attaques, à la création des offensives. Donc, tu vois, il est à la passe avant la passe décisive. Sur ça, du coup, on peut se dire qu'il participera quand même allègrement au jeu offensif du Paris Saint-Germain. Mais, comme je le dis, il aura besoin de temps de jeu, je pense, pour évoluer et donner la meilleure version de lui-même. Au PSG, on ne lui promet pas ça. C'est aussi un joueur qui est international coréen, qui a joué à la Coupe du Monde contre l'Uruguay. Et puis c'est surtout un joueur qui, en sélection de jeunes en Corée du Sud, était un élément fort. Pour rappel, alors ça vaut ce que ça vaut, mais il a été en finale de la Coupe du Monde du U20. Mais quand on voit les joueurs français qui ont gagné la Coupe du Monde du 20, on peut citer des Paul Pogba, des Florent Thauvin, donc on peut avoir peut-être une indication sur la qualité de cette compétition. Mais il a été le meilleur joueur, meilleur passeur. Bon, ça veut dire que quand même dans les grands rendez-vous, et il a été à la Coupe du Monde, ça peut être quelqu'un qui répond présent. C'est la crainte lorsqu'on a demandé à des spécialistes de Majorque ou de la Liga qui disaient qu'il y a un gap énorme
entre Majorque et la pression à Majorque et même les attentes que peuvent avoir les observateurs, les adversaires lorsqu'ils jouent Majorque que lorsqu'ils jouent le Paris Saint-Germain. Allez, petite pause dans la vidéo déjà pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, mais il faut s'abonner. C'est hyper important pour nous et en plus de ça, tu seras au courant des dernières vidéos. Et ce qui est important aussi, c'est d'activer la notif. En plus, on va être hyper actifs cet été, donc sois au rendez-vous. Allez, on retourne à la vidéo et au débat. Et aussi, il y a un autre exemple de joueur comme ça qui a à peu près le même type de physique, qui a à peu près le même type de technique, sauf que Kanguinli, pour le coup, il se projette davantage vers l'avant, c'est Vitinha. Ce petit physique, ce petit gabarit, assez bon techniquement dans les petits espaces. Et on voit que Vitinha, physiquement, il pêche un peu. Moi, c'est ma crainte, j'avoue, avec Kanguinli, mais aussi... je pense que c'est un joueur qui a du potentiel, on le dit depuis tout à l'heure, qui est encore perfectible, ça aussi les suiveurs le répètent. Je pense qu'effectivement, dans un bon environnement, dans un club avec des références, c'est ce qu'on répète toujours, hein, des cadres autour de lui, des bons milieux de terrain, une équipe cohérente, un système de jeu cohérent, c'est un joueur qui peut vraiment se développer et devenir très intéressant. Maintenant, quand tu vois le bordel Saint-Germain, bien sûr, tu dessines un schéma j'ai un peu peur. Voilà, c'est ça. Après, j'ai un peu peur pour sa progression. On n'a aucun doute, je pense, sur le fait que ça puisse être un bon joueur, qu'il a une énorme marge de progression et qu'il peut apporter s'il est bien entouré. Les questions, c'est est-ce que il aura l'encadrement propice pour un jeune au Paris Saint-Germain? Je pense qu'on a déjà la réponse. En fait, on est capable de dire, avant même qu'il soit recruté, que c'est pas l'endroit idéal pour développer des cracks. Et en plus de ça, comme je dis, le temps de jeu, je pense pas qu'on va lui en donner. On n'en donne pas à Garbi, on n'en donne pas à Elias Ousni, on n'en donne pas très peu. Oui, mais ce sont des joueurs qui ont très peu de références dans le monde senior. Kanguinli, c'est sa 5e saison professionnelle quand même. Je pense. Ça joue dans la balance. Et en Liga. Malgré ça, je pense pas qu'il grattera plus de temps de jeu que ce que n'ont gratté les Titi parisiens. Écoute, je trouve que c'est déjà un joueur aussi qui montre qu'il a du caractère. Aujourd'hui, en Liga, il a eu 10 cartons jaunes cette saison, donc c'est un joueur agressif. C'est un joueur qui, je pense, pourra se battre sur sa place. Et sur le terrain, c'est un vaillant, le mec. 10 cartons jaunes parce qu'il fait des fautes. Il va au contact, il va au duel. Garbi, pour moi, il n'est pas à des années-lumière, mais il joue pas dans la même cour que Kanguinli, en tout cas aujourd'hui. En l'état actuel des choses, si l'effectif du PSG n'évolue pas, si tu vas pas essayer d'améliorer sensiblement ton effectif avec vraiment des joueurs référents et juste des très bons joueurs de très haut niveau, malheureusement, je ne pense pas que Kanguinli soit aujourd'hui... propice à un développement positif, une amélioration, à une progression, parce que tu l'as vu ces dernières années, les jeunes joueurs, hormis Nuno Mendes, ont du mal à progresser au Paris Saint-Germain. La différence, je pense, c'est que là, Kanguinli, il vient vraiment en tant que remplaçant affirmé, et il n'y a pas de doute sur ça, on sait que ça va être un joueur de rotation. Je sais pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, oui. Mais si tu arrives à bien le progresser, peut-être que tu peux en faire quelque chose. Ah oui, bien sûr, mais je parle en tout cas dans la première saison. Moi, je pense que tu le vois déjà trop gros. Je pense que ça sera pas forcément un joueur de rotation. Je pense que tu vas lui donner un très maigre temps de jeu et qu'il a besoin de. Aujourd'hui, quand tu investis 20 millions sur un joueur, c'est pour au moins lui donner sa chance. Et écoute, aujourd'hui, on a acheté Ikitski 40 millions, on lui a donné sa chance et il a eu des minutes cette saison et il a joué des matchs. Kanguinli, il a peut-être joué trop de matchs, mais pourquoi il joue trop de matchs? Parce que finalement, il n'y a personne sur le banc. Alors que si tu as un Kanguinli sur le banc, il faudra même aujourd'hui que les joueurs se battent pour être sur le banc et pour rentrer en jeu. La grande différence avec Hugo Ekitike, c'est que c'est un neuf, un profil dont tu as besoin pour faire évoluer des Mbappé, des Neymar, alors que lui, il évolue dans la zone de Kylian Mbappé, de Neymar. Oui, mais c'est aussi un profil que tu n'as pas au PSG. C'est-à-dire que des dribbleurs, tu n'en as pas. Aujourd'hui, tu as Mbappé et Neymar. Messi est parti. Neymar, tu ne sais pas comment il va revenir et Mbappé va peut-être partir. Tu as besoin de profils percutants. Et les ailiers percutants, on en parle depuis longtemps au PSG. On attend toujours depuis plus d'un an ce profil d'ailier percutant. Et là, on le trouve et on dit c'est pas bien pour le PSG. On n'en sait rien. Il nous faut un mec comme ça. Je suis désolé. Moi, je ne tire en aucun cas sur Kanguinli. Je pense encore une fois que c'est un bon joueur, qu'il a une grande marge de progression. Permets-moi juste de douter de la capacité du PSG à bien traiter ses jeunes. Et surtout, encore plus, j'ai un énorme truc inadmissible qui me sort par les yeux. C'est encore une fois un joueur de Jorge Mendes. Attends, c'est pas Jorge Mendes, c'est pas son agent. L'agence qui représente Kanguinli travaille de manière très régulière avec Jorge Mendes. Donc on va dire qu'il y a des liens. Mais c'est pas l'agent, c'est pas le joueur de Jorge Mendes non plus. C'est pas que le frérot Jorge il va toucher une commission grâce à son poteau. Il faut préciser quand même que c'est pas son agent et qu'il y a des liens étroits avec Jorge Mendes, c'est évident. Mais simplement c'est pour ça que on va voir par la suite du mercato. Mais t'as l'impression que, ok, tu vas le chercher, c'est très bien. Aujourd'hui, t'as dépensé pour le Paris Saint-Germain 80 millions d'euros de ton enveloppe mercato. Toujours pas un titulaire. Et toujours pas de coach, c'est ça le problème. Toujours pas de coach. Mais quel rôle il aura en fait? Quel rôle
T'as encore plein d'interrogations autour de son arrivée, c'est ça le truc. Et sans remettre en cause le talent du joueur qu'on a vu, qu'on a analysé et qui est là, mais qui reste quand même perfectible et c'est normal, il est jeune, il va encore se développer. Alors on est début du mercato, peut-être qu'effectivement à la fin du mercato, Paris aura son équipe hyper bien rodée, etc. Mais quel avenir pour Mbappé ? Quel entraîneur ? Quel projet sportif ? Quel joueur va pouvoir améliorer sensiblement ton milieu de terrain et venir en tant que titulaire, en tant que taulier ? Et je dis quel joueur au pluriel. Donc tu as encore plein d'interrogations et tu vas chercher des joueurs qui aussi suscitent des interrogations. Donc c'est un peu pour Ugarte, c'est-à-dire dire c'est un bon joueur, attention, il a des qualités, il a de ça, mais s'il n'y a que lui, s'il n'y a que Kangin Lee ou s'il n'y a que Ugarte, tu n'avanceras pas. Force est de constater que ce profil-là manque au PSG et qu'on est dans l'obligation aussi de recruter des jeunes pour la rotation, c'est tout. Mais t'es le premier à dire que Marcus Thuram, qui est un profil qui manque au PSG, il n'a pas de CV européen, et donc pourquoi tu vas le chercher ? Mais Marcus Thuram, tu vas pas investir 20 millions d'euros, je pense, tu vas investir 0, mais tu vas lui donner combien de salaire Kangin Lee ? Tu vas rien lui donner en salaire, je pense. C'est pas la même chose. C'est pas la et même puis surtout, chose. Marcus Thuram, il va arriver avec un statut qui n'est pas celui de Kangin Lee. Marcus Thuram, c'est limite s'il va pas arriver dans un statut de demi-titulaire, ce qui n'est pas non plus le cas de Kangin Lee. C'est ça la grande différence entre les deux joueurs. Donc encore une fois, tu fais une opération qui au final n'améliore ni ton 11, pas forcément bien ton sûr, banc, puisque tu vas pas tellement lui donner. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas les faire ces recrutements ? Si, il faut quand même les faire. Si, il faut les faire, mais si c'est dans un cadre où tu ne lui donnes ni temps de jeu, ni réelle chance de progresser, ni grand au-dessus de lui pour lui apprendre un peu comment marche la vie à haut niveau. C'est pour ça qu'on verra bien. Exactement. En tout cas, là, on parle à l'instant T de la situation du Paris Saint-Germain. Mais c'est pour ça que j'ai envie de poser la question aux gens qui nous regardent. Est-ce que vous êtes satisfait du recrutement de Kangin Lee ? Est-ce que vous croyez à son développement ? Est-ce que vous connaissiez déjà ce joueur ? C'est ça, complètement. Ou est-ce que, pour vous, encore une fois, Paris s'égare et qu'ils auraient dû aller chercher davantage un titulaire ? Dites-le nous en commentaire.